Bonjour Julie, Bonjour Alexandre, comment vas-tu? très bien et toi? Eh ben ça va très bien. Alors Super. je vais nous présenter pour ce début de podcast qui va parler d'intelligence émotionnelle. Alors je me présente Alexandre de Skills for All, directeur marketing maintenant depuis 2 ans. Et maintenant je vais laisser Julie la parole pour qu'elle se présente. Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à ce podcast. Donc, je m'appelle Julie, je suis consultante spécialisée dans le développement professionnel et personnel. J'accompagne également les individus dans la réalisation de leur bilan de compétences. Et puis aussi en parallèle, avec mon associé Gaël, on propose des formations en ligne sur l'intelligence émotionnelle, sur la gestion du stress, la gestion du conflit, la confiance en soi aussi, et puis un petit peu vaincre aussi le trac lors de sa parole en public. D'accord. Et si tu pouvais nous parler un petit peu de toi, un peu de ton parcours dans le domaine de l'agilité. Oui. Alors au début, j'ai commencé ma carrière en tant que styliste modéliste, donc rien à voir, pour des marques renommées telles que Chanel et Agnès B à Paris. Et puis est venue ma fille et j'ai vraiment ressenti un besoin de faire une introspection afin d'être une meilleure maman. Et je me suis intéressée à la programmation linguistique. J'ai commencé des études, donc au début c'était pour moi, puis finalement j'ai pas réussi à m'arrêter, et j'ai fini par être maître praticienne en programmation neurolinguistique et ensuite coach en programmation neurolinguistique. D'accord. Voilà. Et ensuite, en fait, pendant les études de programmation neurolinguistique, on nous a appris vraiment à regarder la communication non verbale, c'est-à-dire faire attention aux soupirs, au rythme de la voix, peut-être à la température du corps, on voit s'il y a des rougissements ou pas. Donc tout ça, ça m'a vraiment intéressée et j'avais jamais fait attention à la communication non verbale en fait. Et c'est de là que je me suis intéressée à l'intelligence émotionnelle. Okay. Voilà. Et donc, je m'en sers vraiment dans mes accompagnements, et puis pour moi-même aussi. Ok. Et si tu peux nous dire un peu plus, du coup, de ce sujet du jour qui est l'intelligence émotionnelle, tu peux nous l'expliquer? Oui. Alors, le concept de l'intelligence émotionnelle a émergé dans les années 90, principalement grâce aux travaux du psychologue Peter Salovey et du chercheur en neurosciences John Mayer. Mais bon, cependant, c'est Daniel Goleman, un journaliste scientifique et psychologue, qui a popularisé le terme avec la publication de son livre Emotional Intelligence en 1995. Alors donc pendant longtemps, on a cru que seule l'intelligence cognitive, c'est-à-dire l'intelligence par rapport aux mathématiques, à la résolution de problèmes, à la linguistique, à la compréhension de texte, à la mémoire, était associée à l'intelligence. Et donc, c'était une intelligence qui était mesurée par le QI. Donc, il y avait des tests, et il y en a toujours. Oui, il y a même des batailles. Il y a même des batailles de QI, je ne connaissais pas. Mais en réalité, aujourd'hui, on sait qu'on est doté de plusieurs formes d'intelligence, dont l'intelligence émotionnelle, qui englobe l'intra et l'interpersonnel. D'accord. Et donc, quand on a découvert le concept de l'intelligence émotionnelle, elle est apparue comme le chaînon manquant, qui explique pourquoi 70% des personnes qui ont un QI moyen, sont peut-être plus épanouies, autant dans la vie personnelle que professionnelle, que les personnes qui ont un QI élevé. Psychologue Howard Gardner, il existe plusieurs types d'intelligence. Il existe donc l'intelligence linguistique verbale, la capacité à bien utiliser le langage, l'intelligence logico-mathématique. Ensuite, on a l'intelligence spatiale, la capacité à se repérer dans un environnement donné, à établir des relations entre les objets dans l'espace, par exemple. Et puis, il existe aussi l'intelligence corporelle kinesthésiste, l'intelligence
musicale, rythmique, l'intelligence interpersonnelle, donc c'est la capacité à comprendre les émotions, les motivations et les intentions des autres, ainsi qu'à interagir efficacement avec eux. Et l'intelligence intrapersonnelle, donc ces deux intelligences, on avait dit que c'était l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à se comprendre soi-même, à avoir conscience de ses émotions, de ses forces, de ses faiblesses, de ses compétences, ainsi qu'à réguler son propre comportement. Et ensuite, l'intelligence naturaliste, la capacité à observer, à comprendre, à classer les phénomènes naturels tels que les plantes, les animaux. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, oui, évidemment, elle surpasse largement l'intelligence cognitive, non? C'est-à-dire qu'elle est capable de résoudre des problèmes, elle est capable d'écrire un texte, elle est capable de beaucoup de choses. Ouais. Mais par contre, l'intelligence émotionnelle humaine, elle reste unique et précieuse. Donc c'est ça qui fera la différence pour l'instant. C'est vrai aussi qu'il existe maintenant des personnes qui apprennent à l'intelligence artificielle à reconnaître les émotions. Oui. Sur les visages, non? Alors, alors pas que. Ça peut être aussi, il va pouvoir détecter peut-être notre température. Il va pouvoir, s'il y a un changement de température, il y a un changement d'émotion aussi. Donc, il va détecter aussi le visage, oui, les expressions sur le visage, mais aussi peut-être les soupirs, l'intonation de la voix, la rapidité de la voix. Enfin, tout ça, il va pouvoir le détecter au millimètre. Hein, je pense qu'il sera vraiment très très fort à ce niveau-là. Et c'est là qu'il va falloir faire attention parce que ce sera très facile de nous manipuler. À partir du moment où le robot va comprendre nos émotions, il va savoir si on est triste et alors qu'est-ce qu'il pourra, ça, tout dépend. Qu'est-ce qui nous rend triste, qu'est-ce qui nous rend heureux et peut-être manipuler ces choses-là derrière pour. Exactement. Et puis savoir à qui appartient ce robot. Hein, c'est la même chose, hein, mais c'est toujours. Au final, c'est notre faiblesse. Voilà. Voilà. Ok. Et si tu nous parlais un petit peu, parce qu'on parle d'intelligence émotionnelle, mais si tu nous parles un peu des émotions, parce que tu nous as parlé d'intelligence, mais les émotions, qu'est-ce que ça va être? Oui. Alors, l'émotion vient du mot immotere, c'est-à-dire aller vers l'avant, c'est une action, c'est mettre en mouvement. C'est une réaction physiologique instantanée qui met vraiment notre corps en mouvement. Une émotion, elle a besoin d'être écoutée. Et elles expriment toutes un besoin. Ça va être un besoin de protection, d'amour, d'appartenance, de respect. Et elles attendent une réaction, une décision. Elles ont toute une communication non verbale différente. C'est-à-dire que c'est vraiment le langage universel. C'est-à-dire que si je vais au fin fond de la Papouasie, eh bien, je vais pouvoir comprendre la personne. Même si je la comprends pas, même si je comprends pas son langage, eh bien, si je l'observe, et d'ailleurs, quand on va dans un pays où on ne comprend pas la langue, on est beaucoup plus attentif à la communication non verbale. Et on s'exprime avec la communication non verbale. Donc, là, je vais pouvoir détecter, même si je comprends pas ce qu'il dit, je vais pouvoir détecter si il est en colère, s'il veut m'attaquer, s'il est triste, s'il est super content, voilà, ou s'il a du dégoût. Tout ça, je vais pouvoir le voir. Donc, c'est vraiment une communication universelle. Ensuite, donc, il existe 9 grandes émotions, la tristesse, la joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise, l'amour, la honte, la culpabilité. Elles sont vraiment toutes importantes. Elles sont agréables ou désagréables, mais elles ne sont jamais positives et négatives. En fait, c'est un petit peu comme la douleur, non? La douleur, c'est désagréable, mais c'est positif. Parce que si je ne ressentais pas la douleur, je continuerais à mettre le doigt sur le feu. C'est vraiment une alarme. Et c'est la même chose pour mon émotion. C'est la même chose avec les émotions. D'accord, ok. Alors, comme on va bientôt parler donc, du stress, là, je vais vous parler de 2 émotions, l'émotion de la peur et l'émotion de la colère. Donc, la peur, à votre avis, de quoi elle a besoin? Que veux-tu dire par besoin? Eh bien, chaque émotion exprime un besoin. Donc, la peur, de quoi elle a besoin? De sécurité.
voilà, de sécurité, de protection. D'accord. Donc, ma peur, elle va déclencher le stress. Mon corps va libérer de l'adrénaline pour avoir beaucoup plus d'énergie, de force, ce qui va me permettre ou d'avoir de prendre la fuite, mais ça peut être la fuite physique, ou alors prendre la fuite face à un problème ou une dispute. Je n'ai peut-être pas envie de rentrer dans la dispute, ça peut être très intéressant, comme ça peut être aussi un problème de fuir les disputes. Ensuite, ça peut être aussi, je peux aussi rentrer dans le combat. Donc, soit je vais me battre physiquement, soit je vais provoquer une dispute. Ou je vais me protéger. Si quelqu'un commence à rentrer, à commencer à m'attaquer verbalement, ben moi aussi, je peux me défendre verbalement. Oui. Donc ça, c'est vraiment quand je ressens par exemple, quand je ressens de la peur, c'est vraiment très très important. C'est grâce à cette peur que nous sommes encore en vie, que nous sommes encore sur cette planète. Les mammifères, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment grâce à ça qu'on peut prendre la fuite, qu'on réagit en fait, qu'on se défend. Mais cependant, la peur excessive peut vraiment nous paralyser dans notre épanouissement personnel. C'est-à-dire si j'ai peur de faire des erreurs, si j'ai peur voilà, c'est souvent ça, j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur de me tromper. Donc ça, souvent, j'ai peur de communiquer avec les autres. Souvent par peur aussi de mal faire, de me tromper, voilà. Et si tu nous en dis un petit peu plus sur la colère? Ouais. Donc la colère, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'elle va avoir besoin encore? C'est mon émotion. Est-ce que c'est pas un peu la même chose que de la peur? Voilà, ça va me servir à me protéger et à me défendre. Ça va me servir aussi à mettre des limites. Ça va me servir à défendre mes convictions, mes valeurs. Ça va me servir aussi à me protéger physiquement. Si jamais je rentre dans un combat. Ça va protéger aussi mes idées, mes croyances. Voilà, donc selon l'intensité de ma colère, ma communication va changer. D'accord. Dans la colère, je vais encore recevoir, donc c'est l'adrénaline qui va me donner vraiment de la force dans les bras et dans les jambes, vraiment pour combattre. Donc on peut le sentir quand on est vraiment très très en colère, on peut sentir cette force. C'est pour ça parfois on claque la porte, on tape du pied. Et ma communication non verbale va vraiment changer aussi. C'est-à-dire que ma température va augmenter. Peut-être que je vais avoir une expression qui va faire peur au niveau du visage, au niveau des yeux. Et puis, je vais parler vraiment très fort, je vais répéter la même chose, je suis toujours en répétition. Et c'est-à-dire aussi que mon cerveau est moins oxygéné, c'est-à-dire que je suis en état de vigilance. Ça oui, je vais vraiment regarder les moindres détails. Par contre, je vais avoir du mal à réfléchir. Donc, je suis en répétition, en boucle, tout le temps. Oui. Ouais. En effet. Voilà, donc je vais avoir peut-être des gestes violents, etc. Donc là, vraiment si je veux essayer de régler un conflit, vraiment la première chose à faire, c'est de répéter ce que vient de dire la personne pour qu'elle sente, qu'elle entende qu'elle a été entendue. D'accord, ok. Sinon, elle va continuer à... Tu vas régler des problèmes de couple, la Julie. Ouais. Bon, c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire, parce que quand on est emporté par la colère, parfois c'est difficile de se calmer. Il y a souvent l'écart entre les deux. Voilà, donc mais bon, en tout cas, si la personne est en colère, c'est bien de lui dire voilà, j'entends que tu as besoin de ça, voilà. Et donc après, peut-être lui demander est-ce que tu peux me donner un espace pour parler, Donc là, la personne, elle va se calmer parce qu'elle va comprendre que je l'ai bien entendu. Et donc, elle n'a plus besoin d'être en boucle. Ok, génial. Et reconnaître son émotion. Je vois que tu es en colère. Je vois que ça te fait mal. Parce que parfois aussi, l'émotion de la colère, ça peut être aussi le garde du corps de l'émotion de la tristesse. Il y a quelque chose en nous qui a été touché parfois. Oui. Voilà. Donc, elle est là pour nous défendre aussi. Voilà.
Ok. Et alors, on parle d'intelligence émotionnelle, mais est-ce que cette intelligence émotionnelle-là peut aider à gérer le stress au travail? Alors oui, bon alors attention parce que le stress, ça peut être très positif. Mhm. Le stress positif, hein, c'est celui qui va nous motiver, qui va faire qu'on va garder des objectifs en T'aurais tête. un exemple? C'est un carburant qui nous propulse, quoi. C'est si par exemple je dois parler en public, Mhm. eh bien avant de parler en public, je vais avoir de l'anxiété, donc c'est du stress. Enfin, pas tout D'accord. le monde, mais en règle générale, on a un petit peu d'anxiété et c'est important Ouais. d'en avoir parce que c'est grâce à l'anxiété que je vais pouvoir préparer ma prise de parole en public. D'accord, Donc ok. peut-être T'as ça agi va être, là-dessus. voilà, mais il faut justement, si je ressens de l'anxiété, il faut se dire, ok, de quoi j'ai besoin? Oui, D'accord. tiens, peut-être que j'ai besoin de m'entraîner à voix haute. Oh, peut-être que j'ai besoin de relire le texte, de l'apprendre. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre des techniques de respiration. Ou alors, voilà, j'ai besoin peut-être avant de rentrer dans la salle, peut-être que j'ai besoin de sauter, de bouger, de mettre un petit peu d'eau. Voilà, de Et quoi ça, vraiment j'ai besoin. ça, c'est du bon stress. Et du coup, il y a du Oui, mauvais. parce que ça nous donne vraiment du carburant. Si j'avais pas ça, en fait, eh bien, peut-être que j'irais, je prendrais ma prise de C'est un peu parole. ce qui te donne le courage. Comme Ouais, tu mais même disais. aussi le courage, mais le dynamisme aussi. Hein, si je vois une personne qui est complètement molle, qui s'en fout, qui parle, voilà, mais qui connaît pas son texte, qui sait pas du tout ce qu'elle a envie. Voilà, donc c'est pas plaisant pour ceux qui l'écoutent. Mhm. Et puis c'est pas non plus plaisant pour celui qui parle. Donc c'est vraiment important d'avoir ce stress, ce carburant en fait. Parce que ça nous donne de l'énergie, du dynamisme, c'est vraiment super positif. Mais à l'inverse, le mauvais stress n'est pas un carburant. Voilà, enfin, ouais, si, c'est-à-dire que quand je reçois de l'énergie, hein, quand il y a un bon stress, je reçois de l'énergie, mais cette énergie, après, elle retombe. Oui. C'est-à-dire que je reçois de l'adrénaline, mais après, l'adrénaline, elle retombe et on est fatigué, en règle générale, quand elle retombe, on ressent une grande fatigue. Par contre, le stress, il devient un problème quand il est chronique. C'est-à-dire, c'est quand cette hormone, elle retombe pas, en fait. D'accord, ok. Je sais que j'ai toujours besoin d'avoir de l'énergie. Comment on utilise tout ça, cette intelligence émotionnelle pour justement gérer son stress au travail? Parce que comme tu parlais, tu disais, voilà, une femme qui travaille, qui a ses enfants, etc. Où est-ce que ça peut commencer là-dedans, sur le travail? Bon, déjà, c'est un petit peu aussi se faire une introspection, ça, de qu'est-ce qui déclenche mon stress? Est-ce que peut-être que j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de pas plaire, j'ai peur que mes valeurs ne soient pas respectées, j'ai peur de perdre quelque chose quand il y a des changements dans l'entreprise, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être mal jugée, j'ai peur de dire non. Mm-hmm. J'ai peur qu'on découvre que je suis pas à la hauteur. Hein, ça arrive souvent. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de faire une introspection sur soi-même et penser, tiens, là, à tel moment, eh bien, ça me déclenche une émotion. Pourquoi? De quoi j'ai besoin? Et comment je peux le travailler, ça? Donc, parfois, c'est intéressant de le travailler avec quelqu'un. Et qu'est-ce qui va d'autre jouer un rôle, on va dire, crucial dans cette gestion du stress au travail? Alors, on peut parler aussi des 5 composantes de l'intelligence émotionnelle qui peuvent jouer aussi un rôle crucial dans la gestion du stress. Il y a la conscience de soi, c'est se comprendre soi-même, connaître nos faiblesses, nos points forts, ce qui nous motive, nos valeurs et notre impact sur les autres. C'est identifier nos émotions et savoir exprimer ce que nous ressentons. Et ça, c'est pas évident parce qu'on nous apprend pas. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, maintenant ça commence à venir. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et pour beaucoup de personnes, on nous a souvent demandé de cacher nos émotions. Arrête de pleurer, arrête de chouiner, je sais pas, on rigole pas là.
Donc ça, c'est quelque chose aussi c'est pas évident parce qu'on les a pas travaillés. Cette conscience permet aussi aux individus d'identifier les facteurs déclencheurs du stress et trouver des solutions appropriées pour retrouver le calme. Par exemple, un employé qui a peur de parler en public, il saura identifier les symptômes. D'accord. Et il saura répondre à ce problème-là tout de suite. Ensuite, en deuxième position, il y a la gestion des émotions. Donc, en comprenant leurs émotions et en apprenant à les réguler, les individus, ils peuvent contrôler leur réponse au stress. Mais ça peut être, par exemple, je suis coincée dans ma voiture et je suis coincée. Voilà, il y a des gros bouchons. Ouais. Je peux me mettre en colère. Mais là, dans ce cas-là, c'est intéressant de la réguler cette colère, parce que effectivement, j'ai un besoin, c'est de rentrer à la maison. Mais là, ce besoin, il peut pas être satisfait. Évidemment, oui, je peux décider de laisser ma voiture et partir à pied. Mais bon. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Mais bon. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant de la réguler, cette colère. Parce que si je peux rien faire, il faut accepter cette situation. Et à ce moment-là, pourquoi pas, mettre de la musique. Ça, c'est vraiment super efficace pour changer les émotions. Si je commence à mettre du James Brown, si je commence à, tout de suite, ça va changer mon état, ça va changer l'humeur et je vais pouvoir. Alors, c'est pas bon pour la santé, mais il y en a aussi pour en fumant une cigarette, par exemple, ou ce genre de choses-là. Bon, aussi, ça peut. Ouais. Ça peut. Je sais pas si c'est vraiment efficace, ça, mais bon. En tout cas, si je fume une cigarette, c'est peut-être parce que j'ai besoin de respirer. Oui. Profondément. Mais c'est pas très respirer profondément en fumant une cigarette. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure. Non, mais des choses. quand on fume, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est vraiment c'est vraiment gonfler son ventre au maximum. Donc, c'est la respiration. C'est la respiration quand même. Donc donc c'est un petit peu choisir qu'est-ce qu'on veut. Là, effectivement, faut aussi apprendre à lâcher prise. Et puis, se dire, ok, je suis coincée, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je peux écouter la musique, appeler un copain, ou écouter la radio, des émissions. Ce qui fait que ça va m'envoyer ailleurs un petit peu. Ensuite, il y a l'empathie, donc comprendre les émotions de ceux qui peuvent aider à réduire le stress. La personne évitera les conflits inutiles ou renforcera les liens. Ça, c'est important aussi, l'empathie, ou comprendre juste, comprendre ce qui se passe chez l'autre personne. Ça permet aussi, aller voir qu'est-ce qui lui arrive, ça permet aussi, d'être plus compréhensif. Ok. Il y a les compétences sociales. Les compétences sociales sont essentielles pour gérer le stress au travail. Elles englobent la capacité à demander de l'aide. Et ça, c'est pas toujours, tout le monde ne sait pas le faire, ça. Les personnes qui ont besoin de montrer qu'ils sont forts, qui peuvent tout faire, ils ont vraiment des difficultés à demander de l'aide. Et puis, au final, ils sont complètement débordés, quoi. Savoir aussi poser des limites de manière respectueuse, ça aussi c'est important. Si je pose pas de limites, je vais recevoir un tas de on va me donner vraiment beaucoup de dossiers. Et puis finalement, je vais pas être bien, quoi. Et puis aussi, de toute façon, ma communication non verbale, moi, même si je dis oui, je vais montrer que je suis pas contente quelque part. Donc, peut-être que le conflit n'aura pas lieu tout de suite, mais il aura lieu plus tard, en tout cas, parce que l'autre personne va le sentir que je suis en train de dire oui, mais que j'ai pas envie de le faire. D'accord. Donc, et du coup, d'après toutes tes expériences là, puisque tu as l'air de très très bien connaître ton sujet et c'est passionnant, mais qu'est-ce que tu recommanderais, qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un, quelle pratique tu pourrais recommander pour qu'il développe son intelligence émotionnelle, des compétences dans l'intelligence émotionnelle? Alors, ce serait tenir un journal des émotions. Pourquoi pas, écrire ses émotions au quotidien. Ça permet aussi de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça déclenche telle émotion, de quoi j'ai besoin. Mais ça peut être... parfois, c'est juste se rendre compte, cette personne, je sais pas pourquoi elle me déclenche cette émotion. Des fois, c'est physique. Oui, c'est physique. Je me sens pas en sécurité avec elle. Je sais pas, quand elle commence à parler.
ben, je me sens comme une petite fille. Peut-être que juste sa voix va me rappeler quelqu'un quand j'étais petite qui m'impressionnait beaucoup. C'est juste aller voir, mais pourquoi j'ai ça? Est-ce que c'est sa façon d'être? Est-ce que voilà, ça allait déjà aller un petit peu chercher et voir qu'est-ce qui peut nous gêner et de quoi j'ai besoin aussi. D'accord. Apprendre à mettre des limites, hein, ça c'est très important. Apprendre à demander de l'aide, c'est très important. Vous pouvez aussi, pour éliminer le stress, hein, vraiment l'activité physique, c'est oui, très efficace. C'est connu. Hein. Ouais, on parle souvent, oui, même des sports de combat parfois aussi. Ouais. Bah, tout ce qui fait bouger le corps, hein, peu importe. Donc c'est pour ça que c'est vrai que quand on est dans une entreprise, bah, juste le fait d'aller marcher, prendre l'air, oxygéner son cerveau, c'est très efficace. C'est juste marcher parce qu'en fait toute l'adrénaline qui est dans notre corps, elle a besoin d'être éliminée parce qu'elle est faite, hein, ce que j'ai dit, hein, pour combattre ou fuir. Donc c'est beaucoup d'énergie. Donc cette énergie-là, bah, faut la dépenser. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, il y a le FT, hein, c'est une technique de libération émotionnelle qui implique de tapoter doucement sur certains points d'acupuncture tout en se concentrant sur un problème émotionnel ou physique. Alors, juste si tu peux définir un point d'acupuncture pour qu'on comprenne un peu mieux. Ah, bon, c'est des points, ça peut être bon. Là, effectivement, dans le podcast, c'est pas évident. Ouais. Il faut que tu l'expliques. Ouais, il y a le point karaté, c'est faire des petits, de taper un tout petit peu sur la main, sur des points sur le visage, voilà. C'est aussi au niveau de la poitrine, d'accord, ok. Poitrine, voilà. Oui. Je vois mieux maintenant, je vois mieux de quoi tu parles. D'accord, du petit tapotage. Voilà. Ok. Et puis, je pense que ça là-dessus, Ok, d'accord. Et si tu pouvais nous dire éventuellement, parce que je pense qu'ils nous écoutent éventuellement des managers ou des directeurs, des chefs d'entreprise, et comment ils pourraient utiliser l'intelligence émotionnelle pour justement eux-mêmes aider leur équipe à gérer le stress, parce que je peux comprendre que la personne soi-même doit aussi se mettre en introspection et comprendre pourquoi sont ses émotions et peut-être aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle. Mais comment le manager pourrait aussi anticiper ça dans une entreprise? Bon, déjà, le manager, s'il reconnaît ses propres émotions, il va pouvoir aussi les reconnaître chez les autres. D'accord. Ensuite, c'est important aussi d'observer, tiens, comment elle fonctionne, cette personne. Est-ce que c'est une personne qui a du mal, ce que je répète, hein, qui a du mal à dire non? Est-ce que peut-être elle a du mal à gérer ses priorités parce que pour elle, c'est très important la perfection. Donc, elle va peut-être perdre du temps sur des choses qui sont pas forcément importantes. Et donc là, c'est un petit peu l'aider à gérer ses priorités. Ça peut être aussi savoir est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a besoin peut-être d'évoluer. D'accord? Donc, c'est vraiment poser tout bêtement à la personne de quoi elle a besoin. Si elle se sent bien, si elle a besoin d'évoluer, si elle a besoin d'apprendre, parce qu'il y a des personnes qui sont très bien, qui aiment être dans leur petite zone de confort et c'est très bien, et d'autres personnes qui ont vraiment la soif d'apprendre. Donc ces personnes-là, elles vont pas être dans un burn-out, mais elles vont être dans un bore-out, c'est-à-dire qu'elles vont s'ennuyer, elles vont pas se sentir utiles. Et c'est important aussi de reconnaître les efforts que fait la personne. C'est important aussi qu'elle puisse comprendre vraiment son importance dans la société, pourquoi elle est là, pour qu'elle comprenne le sens en fait. D'accord, ok. Quel est le sens de son travail? Pourquoi? Parce qu'on a tous besoin d'être utiles, on a tous besoin de participer à la société. Donc c'est vraiment comprendre, mais pourquoi je suis là? Voilà. Ça aussi, c'est très important de recevoir de la reconnaissance, de comprendre, d'avoir un sens, et puis aussi comprendre peut-être quelles sont les valeurs importantes aussi pour cette personne. Et qui va être sensible au burn-out? Les personnes qui savent pas dire non, les personnes qui savent pas déléguer, c'est-à-dire les personnes qui peuvent être perfectionnistes.
Ça, oui, c'est souvent les personnes qui peuvent être les plus touchées. D'accord, ok. Ok. Et aussi comprendre aussi, par exemple, s'il y a il y a des changements, comprendre aussi les individus, parce que il y a des personnes qui vont passer par des émotions très diverses. Peut-être qu'au début, ça va être la négation, puis après, ça va être la colère, puis après, ça va être la peur, la tristesse. Elles vont passer par plusieurs émotions. Donc, sachant ça, on peut aussi les accompagner, les rassurer, montrer le sens, pourquoi on change et comment ça va évoluer, les côtés positifs. Peut-être qu'elle va perdre des choses, mais elle va gagner d'autres choses. Donc ça, c'était très important de montrer ça. Et enfin, Julie, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui commence tout juste à explorer l'intelligence émotionnelle pour pouvoir justement gérer son stress? Alors, il existe plusieurs outils et ressources pour développer l'intelligence émotionnelle. Vraiment, un très grand éventail. Maintenant, c'est vrai que ça peut être intéressant de commencer par des ouvrages comme l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman ou développer votre intelligence émotionnelle de Pascal Hague. Ça peut être un point de départ. Mais ça peut être aussi suivre une formation ou être suivi par un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Vraiment, c'est très personnel, avec qui on a envie d'être accompagné. Ça peut être aussi des pratiques de pleine conscience, ou bien il existe aussi des applications mobiles qui sont conçues pour aider à développer l'intelligence émotionnelle, telles que Mood Mission, Happify ou Headspace. Et puis, mais bon, vraiment, en fin de compte, c'est important d'explorer différentes méthodes et de trouver celle qui résonne le mieux en nous. Ouais. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais. D'accord. Et ton petit conseil personnel, du coup? Alors, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à l'intelligence émotionnelle et on essaye de changer, de mieux comprendre l'autre, mais bon, parfois on n'y arrive pas et c'est frustrant, on s'énerve alors qu'on essaie avec une intensité beaucoup trop importante par rapport à la situation. Du coup, après, on culpabilise d'avoir réagi comme ça, mais bon, il faut comprendre que ça prend du temps de changer. C'est normal, donc on peut sentir de la frustration, mais accepter que ça prend du temps, que on peut observer aussi qu'est-ce qui se passe quand quand je réagis différemment, forcément l'autre va réagir aussi différemment. Et puis aussi, si par exemple je commence à apprendre à dire non, et là aussi il va y avoir des changements parce que les personnes qui sont autour de moi, elles sont pas habituées à entendre un non. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Mais, par exemple, si je veux dire non, il y a plusieurs façons de dire non. Je peux dire non. Et là, l'autre personne, elle va se dire, tiens, elle me dit non. Elle n'est pas très convaincue, donc je peux insister. Donc, la communication non verbale, elle est très importante aussi, là. C'est-à-dire que la posture de mon corps, comment je vais dire non, l'intonation, mais ça peut être un non gentil aussi, mais ferme. Donc ça peut être intéressant d'observer d'autres personnes, dire tiens, mais comment elles font pour dire non? Elles y arrivent, comment elles font? Donc observer la communication non verbale et le discours qu'elles ont avec. Ça peut être aussi intéressant. Voilà. Et puis, quand on apprend l'intelligence émotionnelle, il faut savoir aussi que nous, on a envie de changer, les autres, ils n'ont pas forcément envie de changer, et bien comprendre que tout ne dépend pas de nous. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Julie. De rien. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail sur tes réseaux sociaux, peut-être? Oui, et puis sur les réseaux sociaux, je vais aussi, j'ai les pages web, vos émotions, donc ça ce sont. D'accord. On mettra tout en description. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup, Julie. Pour tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à vous abonner à notre page aussi pour suivre nos actualités sur l'intelligence artificielle et tous les domaines du digital. Et nous aurons aussi d'autres podcasts à venir et peut-être encore un autre avec toi, Julie. Voilà. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, au revoir.